Le RIC Toxin. Fabrice Grimal, Toxin Plus. Toxin Plus. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue pour ce nouveau référendum d'initiative citoyenne, version Toxin, le RIC de la semaine. Notre émission de débat, l'occasion pour vous qui nous regardez de prendre position sur les sujets qui feraient très probablement l'objet d'une question référendaire si les Français disposaient du RIC. Et ce soir, nous remettons les pieds dans le plat des RIC liés à l'immigration. Nous avons vu que devant la complexité du sujet, chaque aspect devait être traité séparément et en détail. Nous allons donc aujourd'hui parler de l'autorisation en France de ce qu'on appelle les statistiques ethniques, la possibilité pour l'État ou n'importe quel organisme public ou privé de présenter des statistiques et des évaluations, non plus seulement par nationalité, mais aussi en fonction des différentes ethnies de provenance des Français et des étrangers présents sur notre sol. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est là-dessous que ça se passe, le pouce bleu qui nous aide grandement pour le référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à Toxin et Toxin Plus, c'est le moment. Vous pouvez partager cette vidéo et j'en profite évidemment pour remercier ceux sans qui tout cela ne serait pas possible, nos chers donateurs sur toxin-media.fr/nous qui nous aident avec vos dons ponctuels et vos dons mensuels. Deux invités avec nous ce soir pour débattre. François Bousquet, bonsoir. Vous êtes journaliste, éditeur, rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie qui édite votre dernier livre, Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite. C'est le premier volet, il y a un deuxième volet qui s'appelle Sale Blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir. Voilà. Et qui sort quand ? Il est sorti. Qui vient de sortir, très bien. Face à vous, Nadir Kaya, bonsoir. Bonsoir. Ancien président de l'association Banlieue Plus, vous êtes un militant de longue date pour la visibilité des minorités en France. Merci d'être là tous les deux ce soir. C'est le moment de rappeler à ceux qui nous regardent que vous allez pouvoir voter pendant cette émission et dans les jours qui suivent sur tous les réseaux Toxin, sur X et sur YouTube dans le chat de cette émission. Ça se passe aussi là-dessous et on va pouvoir ouvrir immédiatement le sondage pour voir ce que les Français en pensent. Mais attendez quand même un peu pour voter que nos invités aient déroulé leurs arguments parce que c'est ça la démocratie. Et vous pouvez évidemment, d'ici la fin de la saison, continuer de nous proposer nos futurs RIC de la semaine. La question du jour, approuvez-vous l'autorisation des statistiques ethniques en France ? On rappelle qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, le fichage et la collecte des données ethniques est illégal en France, depuis la loi de 78, qui s'appelle Informatique et Liberté, un principe entériné par le Conseil constitutionnel en 2007. Donc, le RIC en question d'aujourd'hui est ce qu'on appelle un RIC constituant, qui sert à modifier la Constitution et à forcer la main du Conseil constitutionnel. On a quand même tout de même des statistiques qui sont déjà autorisées. Dans certains cas très précis, des buts de recherche, comme l'enquête de l'INSEE sur l'emploi qui prend en compte les pays d'origine des parents, ou des enquêtes comme Trajectoire et Origine de l'INED, qui va jusqu'à demander un ressenti d'appartenance et même la couleur de peau. Mais ce sont des exceptions très rares à une règle qui coûte aux contrevenants 5 ans de prison, potentiellement, et 50 000 € d'amende. Et en plus, c'est un tabou. Mais la nouvelle règle serait beaucoup plus simple. Elle autoriserait, comme dans beaucoup de pays du monde, où c'est déjà le cas, la production de statistiques et de sondages par groupe ethnique dans tous les domaines, sans prédéfinir pour autant les ethnies par la loi. Toutes ces ethnies et catégories seront laissées à l'appréciation de chaque enquêteur. Cette règle ne remet évidemment pas en cause l'article 1 de la Constitution, qui est la motivation du Conseil constitutionnel d'ailleurs pour constitutionnaliser ce principe, qui, je cite, assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, c'est-à-dire que ces statistiques ne doivent pas servir à discriminer négativement. Et on va pouvoir rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec, comme d'habitude, un partisan de ce référendum, donc vous, ce soir, François Bousquet. Certains veulent des statistiques ethniques pour démontrer des aspects négatifs de l'immigration, d'autres disent en avoir besoin pour, au contraire, démontrer des inégalités sociales et pouvoir mettre en place des politiques de discrimination positive. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé pour défendre cette mesure ? Et pour qu'on se comprenne bien aussi, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot ethnie ? Parce que certains disent que c'est une notion trop vague, dangereuse, univoque, enfin équivoque. Oui, on y recourt à ce terme dans les enquêtes, dans les travaux de l'ARCOM, dans la dernière enquête de l'IFOP commandée par la LICRA sur le racisme en France, qui touche les minorités. Il y a la perception. Donc ce sont les ethnies perçues comme race sociale, comme construction sociale. Donc perçues comme blancs, perçues comme arabes, perçues comme noirs. Donc c'est assez simple. Après, on peut rentrer dans le détail, mais je ne suis ni généticien ni théologien. Le mot est de Renaud Camus pour aborder la question de la définition rigoureusement scientifique de la dimension ethnique. Est-ce qu'on ne parle pas d'ethnie pour ne pas dire race ? Là, on marche sur des œufs. De toute façon, on marche sur des œufs. On est face à un tabou majeur. On avance à reculons. On est tétanisé par cet ensemble,
race, ethnie, ethno-raciale. Hein. On recourt en permanence à des néologismes, à un vocabulaire édulcoré, à des périphrases, pour ne pas avoir à nommer le réel. Hein. Donc c'est perçu comme blanc, perçu comme, je le disais, qui est une façon de neutraliser la charge sémantique, la charge historique, la charge culturelle, hein, explosive et implosive de ces mots. On s'en approche comme le nom de Dieu chez les Juifs. Hein. Voilà, on ne le cite pas. Ne le citant pas, on s'imagine que ça n'existe pas. Or, ça existe comme perception sociale, hein, comme construction sociale. Moi, c'est le sujet qui m'intéresse. Hein. Et comme le disait Julien Freund, politologue, c'est l'ennemi qui vous désigne. Hein, et le blanc désigne le noir désigne le jaune désigne le rouge, hein, qui désigne le martien, qui désigne deux. Donc on est, ou comme le disait Sartre, hein, dans ses réflexions sur la question juive, hein, à tort, me semble-t-il, concernant les Juifs, parce que c'est un peuple vieux de 2500 ans, c'est l'antisémite qui crée les Juifs. Hein, voilà. Donc c'est la thèse de Sartre, hein. Mais globalement c'est la thèse des sciences sociales. Hein. Les races sont des constructions imaginaires. Hein. Donc elles existent, hein, en tant que sujet de société. C'est les représentations qui comptent. Hein. Moi je pense qu'il faut qu'on regarde le réel. Hein. C'est un livre de Michel Tribala qui milite depuis très longtemps pour les statistiques ethniques. Hein. Ça lui a valu d'être chassé de l'INED, hein, dans des conditions assez scandaleuses. Hein. Et un de ses livres, ça s'appelle Droit dans les yeux, je crois. Enfin, les yeux grands fermés. Les yeux grands fermés, voilà. Merci, merci Fabrice de corriger. Donc, excellent livre, d'ailleurs. On fait tout pour brouiller notre perception du réel. Hein. Un exemple, hein, tout simple. Jusqu'en 2020, on avait un observatoire de la délinquance, hein, qui est un observatoire qui centralisait quantité de données. Quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a démantelé. Parce que les ministres n'ont pas intérêt à ce que nous ayons accès à des statistiques, hein, précises, hein, exhaustives, rigoureuses sur la délinquance. Hein. Donc on l'a démantelé. Même chose pour l'INED. Vous citiez l'enquête de trajectoire et origine de l'INED. Pour avoir travaillé sur cette enquête trajectoire et origine, qui est une enquête assez impressionnante, hein, menée conjointement, coproduite, hein, par l'INED et l'INSEE. Donc là, pour le coup, c'est les deux grandes institutions françaises de démographie et de statistiques. Hein. Tout est fait pour neutraliser. Même s'il y a une question, tout est fait. On ne dit jamais le mot blanc. Le mot blanc n'apparaît pas. Comme on ne peut pas nommer le blanc, vous savez comment on nomme le blanc dans les enquêtes de l'INED de trajectoire et origine, hein, ce sont des Français métropolitains nés de parents français métropolitains. Oui. On présuppose que ce sont des blancs. Il se trouve que dans une des enquêtes de trajectoire et origine, il ressort que cette population majoritaire, donc c'est la catégorie de l'INED et de l'INSEE, dit avoir été victime de racisme. Hein. Donc les démographes qui sont sur les chiffres, mais c'est pas possible. Hein. En fait, on parle d'immigrés de deuxième, troisième génération, pas de Français de souche perçus comme blancs. Donc on a peur du réel. Hein. On vit dans le déni. Moi, j'essaye d'imposer mes 3D, auxquels je tiens tout particulièrement. C'est D comme déni, on vit dans le déni. D comme délit, vous l'aviez évoqué, et D comme délire. Ce sont les 3D qui commandent nos comportements vis-à-vis de la question migratoire. Hein. Donc, c'est-à-dire un déni de réalité, c'est ça, un délit de réalité, et ensuite un délire de réalité. Si on ne veut pas voir un phénomène, hein, on le met sous le tapis. C'est ce qu'on fait depuis 50 ans, enfin un peu moins, c'est depuis 20 ans, 30 ans. C'est Sarkozy qui a remis sur le tapis cette question des statistiques ethniques. Hein. J'en ai fini. Pourquoi c'est important? Parce que dans tous les domaines de la vie, si on veut soigner un mal, hein, on le diagnostique. Hein. C'est-à-dire que dans n'importe quelle société, dans n'importe quel travail, la presse, on fait un audit. Hein. La première des choses qu'on fait, c'est un audit, avant éventuellement de corriger le tir ou pas. Mais là, comme on touche un tabou et un totem, hein, on s'en approche pas sans terreur. Voilà. Alors, Nadir Kaya, effectivement, on a affaire à un tabou, à un totem. On a parlé de la situation française aujourd'hui autour des statistiques ethniques. On a une CNIL, que tout le monde connaît, Commission nationale informatique et liberté, qui est opposée sur le principe, qui propose cependant quelques aménagements. Le HCI, au Conseil à l'intégration, est aussi opposé sur le principe, propose quelques aménagements. Quand un institut statistique demande une exception, ça doit être validé par le CNIS, Conseil national de l'information statistique, que j'ai découvert à l'occasion de la préparation de cette émission, comme quoi on découvre toujours des choses avec l'administration française. Et il y a une exception qui est passée récemment, qui a été validée, c'est le recensement de l'année dernière, qui a demandé le lieu de naissance des parents. C'était pour la première fois et c'était une réponse facultative, mais beaucoup y ont répondu. Et ça a immédiatement donné lieu à des cartes, à des divers départements et tout ça. Est-ce que c'est pas le premier coup de canif à grande échelle dans ce principe d'interdiction des statistiques ethniques que vous défendez? Alors, c'était très intéressant par rapport à ce que monsieur a pu dire. Moi, je voudrais dire une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui sont sensibles. Pour ma part, il n'y a aucun sujet sensible. Hein.
On a déjà eu l'occasion de parler de certains sujets. Étant moi-même issu de l'immigration, issu de cette fameuse banlieue française, et arrivé à un certain âge, pour ma part, je suis capable de savoir qui je suis et comment je me définis. C'est vrai qu'on a souvent des fois ce rappel à travers des personnes qui vous montrent du doigt comme étant non blanc, musulman ou autre. Moi, sur le principe, ça me dérange, parce que c'est vrai que vous avez rappelé, selon la Constitution, nous sommes tous censés être égaux en tant que citoyens, mais c'est plus compliqué que ça. Et le souci, c'est que le sujet lui-même, il est politisé et à outrance, au point qu'à gauche comme à droite, les uns et les autres se renvoient la balle sans pouvoir répondre globalement à ce sujet. Parce que quand on parle de vouloir éventuellement, ça dépend dans quel camp on se met, c'est-à-dire dire qu'il faut absolument des quotas pour régler des problèmes d'inégalité, c'est souvent une posture qui est à gauche, et vous avez une autre posture qui peut être dite de droite, qui vous dit non, c'est pas la peine, ou alors oui, mais pour plutôt stigmatiser certaines personnes, notamment par rapport à la délinquance ou à certaines situations. Moi, tout ça, ça me désole parce qu'on en arrive à se fracturer. Et si on était plus intelligents les uns les autres, on trouverait... Déjà, il n'y aurait pas de tabou. On devrait se dire les choses, hein, quelles que soient nos origines ou ce qu'on représente ou ce qu'on s'imagine être. Parce que quand on parle de la Constitution et les valeurs françaises, bien évidemment, tout ça, c'est de la théorie. Parce qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça. Mais en termes de théorie, c'est très... valorisable d'être tous égaux face à la loi. Et c'est le rêve dans certains pays de beaucoup de peuples et de populations qui souhaiteraient avoir les mêmes droits qu'on peut avoir, c'est-à-dire des droits universels que sont les nôtres. Mais la réalité, c'est qu'il y a des sujets qui sont sensibles parce qu'il y a une lâcheté de la part des femmes et des hommes politiques, de gauche comme de droite. Vous avez évoqué Nicolas Sarkozy à l'époque, quand il est arrivé. C'est vrai qu'il a remis le sujet sur la table, notamment sur l'identité française. Et moi, j'ai pas tout à fait apprécié cet angle d'approche, parce que quelque part, il y aurait les bons Français et les mauvais Français, en fonction de ce que vous êtes représenté ou ce que certains imaginent de vous. Et c'est ce qui pose problème, parce que, comme je disais, à travers la Constitution, et donc le fait qu'on est tous égaux, même quand j'entends souvent ce terme-là, oui, mais tu es français de papier, mais tous les Français sont de papier, parce qu'on a tous une carte d'identité, donc on est tous français de papier et par papier. Mais il y a aussi le fait d'être français philosophiquement, et notamment sur la connaissance de ce qu'on est, et le fait d'assumer ce qu'on est, à travers éventuellement ses origines. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est compliqué, la preuve, on en parlait en off, c'est un sujet qui est récurrent. Les médias et les politiques l'abordent peut-être 1 à 2 fois par an, mais depuis au moins 20 ans facilement. Donc c'est des sujets qui ne sont pas réellement traités parce qu'il y a des fractures qui sont liées aussi à l'histoire de la France coloniale, et notamment ces Français comme moi et d'autres qui sont issus de cette histoire-là, qui est souvent une histoire tragique, perçue comme une histoire tragique, mais paradoxalement sensible à traiter. Alors que je pense qu'il faudrait peut-être avoir cette capacité de s'élever dans ce débat et ne pas chercher simplement à avoir une vérité absolue, mais plutôt des vérités qui pourraient nous permettre une certaine cohésion qui, de jour en jour, aujourd'hui, à travers tous les débats qu'on peut aborder, est régulièrement malmenée par les débats politiques et surtout l'incapacité des politiques de régler ces problèmes. Oui, cela et bien d'autres. Alors, vous avez mis en avant l'ancienneté de ce débat. Effectivement, on peut le retracer jusqu'aux années 90. Michel Tribala à l'INED, face à Hervé Lebras, qui ont eu leurs premières empoignades. Ensuite, dans les années 2000, effectivement, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, puis président de la République, reprend ces thématiques à son compte. Fillon, visant l'élection en 2017, parlait d'un tabou à faire sauter. On a Aurélien Taché, en 2018, le député, qui s'est plaint, il faisait un rapport sur l'intégration des étrangers, il s'est plaint de ne pas pouvoir disposer de statistiques pertinentes pour élaborer son rapport. Et en 2020, on a même Sibeth Ndiaye, à l'époque porte-parole du gouvernement, qui en pleine affaire George Floyd annonce vouloir rouvrir le débat pour, dit-elle, regarder la réalité en face et combattre les discriminations. Bon, Macron a mis son haut là, tout ça. Mais vous qui êtes pour les statistiques ethniques, François Bousquet, est-ce que vous reprenez à votre compte les motivations
entre guillemets, de gauche des statistiques ethniques, c'est-à-dire de gauche, ça dépend de mettre quelle en gauche. avant des véritables discriminations. Ça dépend de quelle gauche dont on parle. De fait, la gauche qui a le vent en poupe, ça n'est pas la vôtre, Farid. Enfin, je dis de gauche, vous n'êtes Alors, pas c'est de Nadir, mais je ne suis pas de gauche. Nadir, pardon, Nadir. Disons que universaliste. Il y a un procès de l'universalisme que fait la gauche décoloniale, la gauche indigéniste, procès auquel j'adhère à 100%. Pour moi, il y a une fable que se raconte la France depuis les Lumières, depuis le XVIIIe siècle. C'est une république aveugle aux différences. C'est ce que les théoriciens des études raciales aux États-Unis appellent le daltonisme, ou colorblind, ou blind. Donc c'est on ne voit pas les différences. Le refus de voir les couleurs. On refuse de voir les couleurs alors que tout le monde les voit. Comme on est des animaux sociaux, on voit qui est lion, qui est tigre, qui est noir, qui est blanc, et qui est arabe. Dans le métro, tout le monde le voit, je veux dire. Moi, j'ai été dans les cours d'école dans le 93 et ailleurs. Les agrégats dans les cours d'école ressemblent étonnamment aux agrégats dans les cours de prison. C'est sur des fusions ethno-confessionnelles. C'est la réalité du terrain que je vois, que j'analyse. Mais il est interdit d'en faire état. Parce que c'est grossier. Quand on ouvre une école, on ouvre immédiatement une prison. Ouais, Victor Hugo s'est trompé. La phrase de Victor Hugo, c'est quand on ouvre une école de foot, on pourrait l'appliquer. Peut-être, éventuellement, c'est même pas vrai. Mais qu'importe. On vit sur l'illusion depuis 250 ans de l'universalisme. Alors, c'était facile d'intégrer. C'est une chose d'intégrer des individus. C'en est une autre d'intégrer des peuples. Et on pouvait se payer le luxe d'une république aveugle aux différences quand il s'agissait d'assimiler des Italiens, des Polonais. Dieu sait que ça a été difficile. 2 Italiens sur 3 sont repartis. Et les Polonais, il y a eu des vagues d'expulsion à la fin des années 30 très très importantes. C'est 1,2 million de Polonais qu'on a renvoyés chez eux. Immigration de travail. Mais néanmoins, ça s'est fait. Comme le disait Raymond Coppa, mineur, joueur de foot de l'équipe de France, qui lui se disait polonais. Coppa se disait je suis un Polonais. Quoi. Mais le dimanche à la messe, j'étais un Français. Voilà, parce que j'étais chrétien. Donc il y a un univers de référence, un imaginaire de représentation qui sont communs ou communes et qui permettent à la République de jouer sur l'illusion de l'universalisme auquel nous sommes les seuls à adhérer. Parce que l'universalisme a une impasse majeure. Si la France, c'est-à-dire que la France n'est pas la France, je m'explique, c'est que la France n'est plus un territoire. Si elle est universelle, ça n'est plus un territoire. Si pour que la France soit un territoire, il faut qu'elle ne soit pas universelle, elle est particulière. Or, si on dit qu'elle est universelle, elle devient en effet la patrie des droits de l'homme. Et la patrie des droits de l'homme a la vocation à absorber la terre entière, puisque son universalisme l'y prédispose. Mais tout ça, ça marchait. C'était une illusion que les Français, une illusion narcissique des Français, qui se flattaient d'être le phare de l'humanité, de porter les droits de l'homme avec les États-Unis, du reste. Le centre du monde, quelque part. D'être le centre du monde, Ouais. c'est ça, l'universalisme, c'est ça. L'universalisme, c'est ça. Fondamentalement, c'est ça, et c'est le reproche que nous adresse, le reproche à raison que nous adressent Ça les s'est indigénistes. transformé en syndrome, ce qu'on appelle aujourd'hui du sauveur blanc. Entre autres choses, dans les études décoloniales, mais là où je veux en venir, c'est que moi, le discours d'Ouya Boutelja me séduit. Parce que c'est un discours qui dit la vérité. La seule chose qui m'embarrasse dans son discours, c'est qu'elle le tient à Paris. Et qu'elle ne le tient pas en Algérie. Et je le redis, disant cela, mon discours est brutal, mais je pense que la réalité que nous avons créée est brutale. Les ordres de grandeur de population que nous avons accueillis nous conduit à ces formes d'antagonisme assez brutales. Un petit mot simplement. Ayant travaillé sur le racisme anti-blanc, en réalité, le vrai racisme, c'est le racisme anti-français. Avec un paradoxe de nationalité qui est curieux. C'est que les gens qui vous disent sale français, dans les cas que j'ai étudiés, sont des Français. Ils sont des Français. Donc se pose la question, néanmoins, pour ça que la question français de papier se pose. Je crois qu'elle se pose et qu'il faut la poser. Il y a toujours eu un débat entre le droit du sang et le droit du sol. Je pense qu'on peut le rouvrir. Mais néanmoins, ces gens-là me posent une question à moi, Français de souche. Quand ils me disent sale français, mais je lui dis mon cher, et c'est pas Kevin et Matteo comme disait Darmanin, c'est pas Kevin et Matteo, c'est les populations extra-européennes, donc souvent originaires d'Afrique, qui me jettent au visage le passif colonial. Étonnamment, les Asiatiques me le jettent pas au visage. Les Asiatiques ne me jettent pas au visage. Les lois anti-asiatiques aux États-Unis sont beaucoup plus sévères de 1880 à 1840. Le rapport à l'histoire en France n'est pas la même chose. Alors, il y a bien fou, il y a eu un nombre de soldats perdus, par en rapport Indochine. À la communauté asiatique en France, pas par rapport à l'histoire en elle-même ou non, sur la colonisation. Simplement, c'est pour dire. Il y a eu la même façon de commettre des atrocités de part et d'autre. De part et d'autre. De part et d'autre, quand vous êtes colonisé, massacré, en fin de compte, la résistance, c'est quelque chose qui est naturel et qui est reconnu en termes de droit international. J'adorais Vergès, mais je suis tout à fait en accord avec vous. Simplement, c'est de part et d'autre. L'esclavage est de part et d'autre. La colonisation est de part et d'autre. La conquête, allez parler à un Serbe, à un Croate des Ottomans, vous allez voir leur réaction. Alors, elle sera moi, brutale. je vais peut-être vous étonner, parce que
vous pensez que j'étais de gauche dès le départ. Non, universaliste. Hein. Non plus, je veux surtout ok. pas me qualifier comme ça. C'est Ok. des termes que je peux utiliser, mais moi je veux pas rentrer dans une case, D'accord. même si beaucoup essayent de le faire à travers mes propos. Moi j'essaye d'être équilibré sur certains sujets et d'avoir un avis qui est le mien, sans chercher absolument à le politiser ou à faire croire que ce serait, comme je le disais tout à l'heure, une vérité absolue. C'est ma vérité en fonction de mes idées. Vous avez parlé de Ouria Bouteldia, je l'ai connu un petit peu à une époque. C'est un discours que j'entends, mais voilà, moi il y a des termes aujourd'hui qui me dérangent parce que, et ce que vous disiez notamment sur, pour moi il n'y a pas de racisme anti-blanc, il y a des propos racistes anti-blancs. Je fais la distinction, pourquoi ? Parce que le racisme pour moi, il est basé sur la réflexion de croire qu'il y aurait des races et donc une hiérarchie de races. Oui, on est d'accord, oui, bien sûr. Oui. Pour moi, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. D'accord. Après, il y a des ethnies, effectivement, on peut en parler, et éventuellement chacun apporter sa définition, parce que j'avais créé un petit recueil il y a quelques années, j'avais la prétention de faire un peu de poésie et de philosophie, qui s'appelait Mots de banlieue, MAUX, et je prenais des mots avec ma définition. Et pourquoi ? Parce que je m'étais aperçu dans les débats médiatiques et politiques qu'on pouvait utiliser les mêmes mots, mais on n'avait pas la même définition. Et c'est ce qui posait problème. Donc c'est pour ça que voilà, moi je ne veux pas me définir ni de gauche ni de droite. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Et par rapport au racisme anti-blanc, ça aussi serait un sujet intéressant, issu de banlieue. Et puis je vous l'avais déjà dit, moi j'ai pas de tabou. J'ai souvent entendu le terme sale blanc, sale français de la part des gens issus de l'immigration qui eux-mêmes étaient français. Mais ça, on pourrait l'évoquer dans un autre sujet, même j'ai pas de sujet. Et c'est pour ça que je dis que la plupart du temps, ces gens-là, qui sont souvent issus des quartiers populaires, qui peuvent être d'origine maghrébine ou africaine, qui pouvaient tenir ces propos-là, pour certains d'entre eux, c'était de la stupidité, mais c'est pas des gens qui pensaient être supérieurs du fait d'être africain ou maghrébin, c'était le mot qu'on sortait. Et c'est pour ça que la justice, elle tranche là-dessus. Dès l'instant où vous tenez des propos qui sont racistes, c'est des propos racistes. Mais moi, je fais le distinguo entre celui qui pense être raciste, appartenir à une race supérieure, parce que je l'ai subi aussi dans le quartier avec un voisin qui était blanc, mais qui était très gentil, mais je me souviens de ses propos, et qui lui disait être blanc, donc être issu d'une race supérieure. Et moi, je l'ai mal vécu pendant des années. Mais aujourd'hui, à mon âge, je veux pas voir les choses comme ça. En tant que Français, moi, je me situe en tant que citoyen français. Je suis également d'origine algérienne et je suis également algérien parce que j'ai la double nationalité, donc je suis un fameux binational, comme il en existe beaucoup en France. Mais mon identité, elle est complexe parce que c'est un tout, un ensemble, c'est un tout. Moi, j'ai réussi à le définir par rapport à une réflexion personnelle, un vécu, une histoire, et je l'assume pleinement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui, issus de l'immigration ou pas, qui ont des frustrations qui sont liées à un manque de réflexion et qui fait qu'aujourd'hui, sur certaines sémantiques, sur certains mots, on va dans le conflit. Et dans l'autre camp aussi, des gens qui ne sont pas issus d'immigration, qu'on peut peut-être définir comme des Français de souche, je déteste aussi ce terme-là, qui pensent être plus légitimes que d'autres. Et c'est compliqué, parce qu'on est avant tout des individus, des femmes et des hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on vit en France, quand on se sent français, il faut l'assumer pleinement, avec ses origines ou pas, même... Il y a toujours des origines quelque part. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait, si on voudrait être tous honnêtes, pourquoi pas lancer les fameux tests de l'ADN et que chacun comprendrait qu'il y aurait beaucoup de surprises déjà pour des gens qui se sentent... Mais c'est interdit. Oui, c'est interdit. En France, c'est interdit. Oui, mais il y a plein de choses qui sont... Non, tout est interdit en France, ça aussi. Il y a plein de choses qui sont interdites, mais dès l'instant où vous le mettez sur le débat public, l'opinion publique peut-être aider à réfléchir, notamment sur les sujets. Il y a envoyer un échantillon aux États-Unis. La Constitution est très difficile à changer, mais elle peut... Des copains en font des tests, par la petite parenthèse, des Français, mais également des profs marocains. Oui, des personnes qui sont intéressées par ça, pour savoir qui ils sont. Non, puis ils ont un tel amour de l'Europe qui voulaient savoir, comme c'est des régions à la frontière du Maroc, peu importe. Je reviens sur la définition du racisme. Juste, il y avait une grande surprise, et je finirai là-dessus, sur j'ai pas son nom, c'était un responsable d'un groupe extrêmement raciste en Hollande qui avait fait ce test il y a quelques années, quand ça a commencé, il y a plus de 10 ans, et qui s'était aperçu qu'il avait des origines liées à l'Afrique. Et à partir de là, il s'est amené à une réflexion personnelle en remettant en question son engagement
néo-fasciste ou je ne sais pas quoi, donc raciste. Et je sais pas si ça. Alors le racisme existe là pour le coup. Alors je reviens, voilà. Je voudrais vous répondre. Mais juste pour dire que c'était intéressant comme recherche et comme réflexion. Je voudrais quand même vous répondre. Moi je suis d'accord avec vous fondamentalement. Simplement on doit faire avec les mots, avec la loi. Et avec l'usage. Moi, s'il ne tenait qu'à moi, le racisme serait un suprémacisme. Le suprémacisme, comme l'a dit Lévi-Strauss, c'est la chose la mieux partagée au monde. Il y a un suprémacisme blanc, noir, arabe. Quantité de peuples se pensent en tant que peuple élu. Voilà. Lévi-Strauss insiste, donne des cas de tribus Comanches, par exemple, la tribu Comanche, ou Navarro, ou je ne sais pas comment on prononce. Il en reste encore un petit peu. Oui, simplement, c'est ce que dit Lévi-Strauss. C'est le nom générique d'homme, de société. C'est-à-dire que chaque société se pense pour la société. Le référent, mais simplement. Donc ça, mais il se trouve qu'il y a la loi, et la loi nous dit que le racisme c'est autre chose. Le racisme, c'est des discriminations, des violences ou des injures à l'encontre d'une personne en raison de son appartenance à une communauté religieuse. Voilà, supposé, réel ou supposé, etc. Mais disons que ça, on rentre dans le détail de la loi, et donc la loi nous dit que quand on dit quelqu'un, on le traite de sale guerre, c'est du racisme. Moi, je préférais que la loi. Du racisme, voilà, pour la loi salée, c'est le premier mot, le premier point. Mais vous avez raison, on a un problème de définition, on a tellement élargi cette catégorie du racisme que le mot, sa polysémie et son indéfinition fait que tout le monde peut être raciste. De la même manière qu'il y a une réduction à Hitlerum. Si vous aimez Wagner, Hitler aimait Wagner, donc vous êtes non, vous êtes hitlérien. Non, j'aime simplement Wagner, ça n'a rien à voir. Donc c'est tellement indéfini, on a tellement élargi la catégorie que ça ne veut plus rien dire. Et quand on sait Confucius, je fais mon singe savant, il y a 2500 ans, Confucius. Vous êtes parti loin là. Mais simplement Confucius nous dit la chose suivante. Moi, si on me donne le pouvoir, si un empereur ou un prince me sollicite, la première chose que je ferai, c'est rectifier les dénominations. C'est-à-dire rectifier le sens des mots. Parce que si les mots ne veulent plus rien dire, la réalité sur laquelle ça s'applique ne veut plus rien dire. Donc c'est un mot qui ne veut plus rien dire. Ça n'a aucun sens. Je reviens, moi, sur la question que vous évoquiez, sur cette question, pour moi, qui est la plus lourde. J'ai fait un deuxième volet dans mon enquête sur le racisme anti-blanc que je voulais appeler « Pourquoi nous haïssent-ils autant ?» Je ne l'ai pas fait pour ne pas essentialiser les populations. Et je me suis longuement interrogé sur cette question du ressentiment, cette mécanique du ressentiment, qui me semble de plus en plus forte, plus la présence en France est ancienne, en particulier pour les 2e, 3e, 4e générations, et chez les musulmans en particulier. Pourquoi ? Parce qu'on a un outil de mesure. Et ça s'appelle la radicalisation des attitudes. Plus on est jeune, plus on est pour la charia. Plus on est jeune, plus on est pour le voile. Il y a quantité d'enquêtes là-dessus. En gros, les gens de mon âge, les plus de 50 ans... Alors, je suis pas... je dois vous couper à chaque fois ou je... Non, mais c'est très intéressant. C'est une discussion. Non, mais c'est intéressant. Moi, je suis pas d'accord, parce que je vis encore en banlieue. J'entends les médias, et c'est pour ça que c'est l'un de mes combats aujourd'hui, quand j'entends des... vous voyez des médias, on montre surtout actuellement CNews, parce qu'ils ont une ligne éditoriale qui est de droite, voire très à droite, et même aux extrêmes sur certains sujets. Pourquoi ? C'est un sujet que j'ai évoqué il n'y a pas longtemps, parce que c'est des sujets qui mettent sur la table, qui sont toujours les mêmes, du matin au soir. Vous avez un changement de journaliste, mais l'émission avec des invités différents, mais le sujet sont les mêmes du matin au soir depuis des années. Moi, ça ne me dérange pas sur le principe. C'est une chaîne privée qui fait des choix éditoriaux. D'autant qu'il n'y en a qu'une sur 25. Non, il n'y en a pas qu'une. Pourquoi ? Parce que BFM... J'en sais quelque chose. Je suis jamais invité. Avec vos propos, et notamment votre livre, normalement, vous devriez être invité sur CNews. Moi, j'y étais, j'ai été exclu. Non, sur CNews, c'est la seule qui m'invite. Donc c'est une sur 25 et ils veulent la fermer. Moi, c'est le contraire, parce que comme je vous ai dit, on a souvent cru que j'étais un maghrébin, donc automatiquement j'étais lié à la gauche par rapport à l'histoire de la gauche dans les quartiers. Pardonnez ma confusion. Non, c'était universel. C'est pas un souci. J'ai des propos qui peuvent s'apparenter à des propos de gauche ou de droite, parce que c'est ainsi, c'est comme ça, parce que c'est des partis et des idéologies qui abordent des sujets qui ont des opinions et sur lesquels je peux me retrouver sur certains sujets. Et donc, je veux pas qu'on me définisse comme ça, parce que j'ai ma propre intelligence et ma propre réflexion, bien sûr, dans leurs limites. Mais je vous avais coupé par rapport au fait que vous disiez que dans les quartiers, les jeunes font référence à la radicalisation des jeunes. Ouais. Alors, la radicalisation religieuse, franchement, quand on voit l'état des quartiers aujourd'hui, les trafics de drogue, les incivilités de ces jeunes, ils sont plus portés sur certains. Moi, je ne veux pas généraliser, mais vous avez certains jeunes dans les quartiers populaires qui sont plus orientés sur les trafics de drogue et des incivilités que sur la charia. Non, on est d'accord. Alors, comment on échange ? Après, on est d'accord simplement, c'est un islam mutant.
Moi, ma formule dessus, c'est que c'est entre Alors, le Qaïda et le califat. Non, On le voit entre autres dans les attentats islamistes où il y a ce qu'on peut appeler une charia de la Qaïra, sans jouer sur les mots. Il y a une porosité entre ces deux mondes. Hein. Alors, c'est ce que certains essaient de faire croire, mais moi, je vais vous donner un exemple. À chaque fois qu'il y a eu des attentats, et j'ai failli être touché quand je devais aller au Stade de France quand il y a eu le fameux attentat au Stade de France. Bon, j'ai pas été, c'était comme ça, c'est le destin, c'était pas prévu. Mais je devais y aller. Le jour où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, je suis parti sur les lieux. Pourquoi ? Parce que déjà à l'époque, je me disais, mais je ne comprends pas, ça fait des années que dans les médias, on parle des banlieues, on parle de l'islam, mais où sommes-nous ? On nous invisibilise. Vous avez des gens qui parlent pour nous, qui parlent des banlieues, qui parlent des musulmans. Ça ne me dérange pas. Comme je l'ai dit, même par rapport à CNews, qui a une ligne éditoriale très à droite, qui invite des personnes qui vont dans ce sens-là, mais qui n'y a pas de contradiction, ça me pose problème. Pourquoi ? Parce que le fait de nous invisibiliser, ça laisse croire, d'un côté comme de l'autre, qu'on adhère à ce qui se dit ou ce qui n'est pas dit. Je vais donner un exemple. Moi, j'avais manifesté. On m'a dit, oui, mais on n'a pas vu... Il y a une personne qui avait dit ça sur un média. On n'a pas vu d'Arabes et de Noirs. Je dis, bah si, on était là, simplement, on n'est pas majoritaire en France, jusqu'à preuve du contraire. Ah d'accord, bah ça l'a gêné la personne parce que on a des préjugés et on généralise tout de suite. Dès l'instant, on n'a pas toutes les informations. Il faudrait être hyper rigoureux. Réponse de François Moscati. Ensuite, on reviendra au sujet des statistiques. Ouais, très très bref. Ouais, alors sur CNews, non. Enfin, CNews, oui, il n'y a pas. Peut-être qu'il y a une forme d'homogénéité à CNews, mais en réalité, je le redis, hein, c'est 1 sur 25. Moi, j'ai sollicité tous les médias de la TNT, tous, hein, parce que je pense que mon enquête est importante. Pas moi en tant qu'auteur, hein, je m'en s'en branle, on s'en fout, je veux dire. À la limite, simplement, je pense que l'enquête est importante, c'est la première sur le sujet. C'est une fin de non-recevoir, absolue. Moi, je suis aussi invisibilisé. Alors, on tombe dans un discours victimaire quand on parle de ça. La représentation de la droite, je ne veux pas dire l'extrême droite, parce que l'extrême droite, c'est qualifié, c'est disqualifié, mais de la droite, par définition. Je sais plus s'il y a une droite aujourd'hui. Et qui la représente. Mais soit vous êtes invisibilisé. On ne parle pas de vous, la conjuration du silence, hein, le D comme déni que j'évoquais, oui. On n'en parle pas. Conspiration du silence. Hein. L'infériorisation. Le lecteur de Marine Le Pen, il a un CAP avec 2 cm de cerveau. C'est en permanence ce discours-là. La psychiatrisation. On dit ça la même chose des banlieues. Pour beaucoup de Français, les banlieues, ce sont des gens qui ne sont pas diplômés, ce sont des racailles. On a un président de la République qui a gravité politiquement grâce à ce terme-là et ça lui est revenu dessus. Simplement, c'est pour vous dire que cette invisibilisation, elle circule dans le corps social, hein, de la droite vers la gauche, hein, des populations immigrées aux populations plutôt de souche. Hein. Les deux sont frappés peut-être des mêmes formes de stigmatisation. C'est possible. Attends, c'est inhabituel ce que je suis en train de dire. Donc, vous en foutez. Je veux dire, mais mais ça m'intéresse. Comme c'est bien, on débat. C'est très bien. Oui, à un moment donné, moi je l'ai vu chez moi. À un moment donné, chez moi, il y a ce qu'on appelle le retournement du stigmate. Hein. C'est qu'on me dit, t'es un gros machin de facho, de raciste, ce que je suis pas. Hein. À un moment donné, on finit par se dire, on ressemble tellement à un épouvantail qu'on va être un épouvantail. Voilà. Non, mais j'ai connu ça à une autre époque. Vous disiez que vous aviez grandi dans Seine-Saint-Denis. Bon, moi je suis dans le Non. Quand vous avez parlé de la Seine-Saint-Denis tout à l'heure. Non, c'est des copains sur lesquels j'ai enquêté. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, si vous voulez. Moi, j'y vais régulièrement. Bon, je suis dans le 92 juste à côté, mais déjà entre les départements, là, pour moi, il y a déjà une frontière. Déjà. Il y a des disparités qui sont extraordinaires. Il faudra un jour en parler de cette arnaque qui existe entre le 92 et 93. 93 qui est deuxième département le plus riche de France, mais avec une population qui est parmi les plus pauvres de France. Allez chercher. J'ai connu ça parce que moi j'ai connu les banlieues où l'immigration, où moi j'étais maghrébin, on était très peu. Et donc, c'était souvent nous qui étions... j'ai connu aussi les colleurs d'affiches du FN à l'époque, qui nous tapaient dessus, qui nous criaient... il se faisait taper dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez croire qu'il y a une inversion, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers où on a exclu, où les Blancs sont partis, on a fait en sorte, et puis on parlait d'ethnie, mais c'est très bien parce que... Pourquoi sont-ils partis, les Blancs ? On peut l'expliquer, mais je pense que l'émission ne sera pas assez longue pour le développer. Le truc, c'est qu'on doit surtout parler des statistiques. Non, mais les statistiques, voilà, je voulais en revenir parce que par rapport au logement, parce que quand on parle de statistiques, et notamment par rapport à ça, les premiers qui sont touchés, ou les premiers sujets qu'on va parler, c'est le logement et le travail. Mais c'est plus compliqué que ça. On peut en parler dans le domaine politique. Je suis partagé parce dans les médias. C'est toujours les mêmes enquêtes la grande enquête qui a été faite parfois sous Sarko et Fillon, on n'en parle jamais, quoi. Où il ressort qu'il y a très peu de discrimination en embauche. Hein. On l'a testé dans 10 départements. Et on se rend compte que les DRH, on se rend compte que... ça dépend des secteurs. Non, c'est là où c'est fascinant. C'est que ça repose toujours sur les mêmes enquêtes du ministère du Travail ou de l'Intérieur, sur les mêmes sondages, ou alors les trucs de testing de SOS Racisme. Quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il y a
a 100 cas. Les types, ils ont travaillé sur 100 cas. À partir de là, ils extrapolent, ils en font une loi générale. On a une seule étude en France, vraiment solide, scientifique. l'INSEE Non, c'était sous Fillon, c'était l'équivalent du truc au plan, où on a testé les CV anonymes dans 8 départements. Et on s'est rendu compte que les populations avec soit la couleur de peau, soit le patronyme à consonance maghrébine ou à consonance africaine, eh bien, qu'ils étaient plus discriminés quand le CV était anonymisé. Pourquoi ? Parce que c'est tout simple. Les DRH, ils votent écolo. Le DRH, il vote pas Marine Le Pen. Vous vous souvenez pas du scandale des sociétés d'intérim ? Non, mais des scandales, il y en a. La notation qui était mise. Il y a même un peu de fichage. Donc ça, c'est une réalité. Après que ça soit mais ce sont des poches, mis en exergue. Mais c'est des poches. Parce que non, mais c'est des réalités. Moi, j'ai bossé sur la campagne. C'est ça le problème. Vous voyez, le fait que vous dites que ce soit des poches, donc quelque part, vous minimisez la chose. Non, moi, je l'ai subi et beaucoup l'ont subi. Non, ce que je dis, c'est que déjà, on en fait en réalité l'enquête ethnique. Alors, je reviens sur le sujet. On en fait mais on en fait sans le dire. Oui, c'est ce que j'allais dire au début de la présentation. Ça va faire l'objet de ma prochaine question. En France, on est le pays des armoires pleines, on sait tout sur tout. Voilà, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais simplement, le truc qui est quand même... alors, je pense pas que ce soit votre cas. Mais peut-être, c'est une question à la fois... Dites-moi. Simplement, non, la théorie du racisme systémique, qui pour moi, qui est une foutaise monumentale, nous empêche de voir le racisme anti-blanc parce qu'elle postule que toute la société est structurée par le racisme des dominants, les blancs, contre les dominés. Or, ça repose sur des enquêtes donc, de discrimination à l'embauche, à l'accès au logement, à l'accès aux prêts bancaires, où il ressort, en gros, les enquêtes, pour moi, qui ne sont pas scientifiques, les enquêtes du ministère du Travail, où il ressort qu'en gros, 30% des populations africaines, je dis africaines, c'est le plus simple, parce que c'est maghrébin, sont en gros 30%, depuis 10 ans, on a les mêmes chiffres, en gros, 30%. Donc ça veut dire qu'il y a 70% de gens pour qui ça fonctionne. On peut avoir accès à l'emploi au même niveau d'égalité que... Oui, mais là, après, on peut aller dans le détail. Comme non, alors, justement, parce qu'il y a des secteurs d'activité, c'est pas du tout le même un mot, simplement. Non, mais moi, ce qui me fascine, c'est que le white flight qu'on vient d'évoquer, là, on parle de 5, 10 millions, 15 millions de gens qui se sont barrés, années 80, des arrondissements nord de Paris. De la petite couronne, où Jean-Marie Le Pen faisait des très gros scores. Ils se sont barrés de Bordeaux, de Lyon, de Marseille. Il y a plusieurs raisons. Vous pensez que c'est quoi la raison ? Parce qu'il y a du racisme juste anti-blanc ? Non, il faut... Non, moi, je peux vous donner une raison. Moi, je vous la donne, la raison. Comme je l'ai enquêté sur le sujet, c'est un choc d'initiation domestique. C'est un choc des mœurs. Voilà, c'est un choc des univers d'antagonisme religieux, culturel qui se confrontent. Les gens s'en vont. C'est ce que je veux dire. Il n'y a aucune enquête du ministère du Travail. Alors qu'on parle en France, il y a 15 millions de pavillons, dont les 2 tiers sont des pavillons récents, de 30 à 40 ans. Donc ce sont des gens qui sont partis, qui ont migré de l'intérieur. Donc ça veut dire que on n'a aucune étude. Non, mais ça, c'est intéressant, mais moi, je suis d'accord. On a 10 études pour nous expliquer que quand je vais en boîte de nuit et parce que je suis arabe, je ne veux pas rentrer. Alors, les études, j'en ai plein. Mais c'est... Alors, moi, très intéressant là-dessus, j'avais des éléments. Oui, mais moi aussi j'en ai sur ce sujet, sur les discriminations. Il y a 2 grands bavards là. Voilà, très bien, on est content, c'est pour ça que vous êtes là. Non, il n'y a pas de souci. Juste, moi, c'est la première fois que je vais parler de mon expérience personnelle dans cette émission et on est en train de conclure la première année, donc ça va, je pense pouvoir le faire, parce qu'on est en plein dans le sujet. Il se trouve que mon premier métier, c'est de travailler pour les entreprises, pour des groupes, d'intervenir dans des entreprises, évidemment, et de voir des groupes de 20, 30, m'occuper d'eux, les former, bref. Et uniquement avec des cadres. Ça fait 20 ans que je fais ça, j'en ai vu passer en tout plusieurs dizaines de milliers. Il y a 20 ans, il y avait déjà des minorités présentes, et je parle que de cadres, et je parle que de grosses entreprises. Vraiment, voilà. Sur les prestations récentes que j'ai faites, j'ai envie de dire, la bascule est faite. On est dans la nouvelle France de Mélenchon, y compris dans la direction commerciale d'une énorme boîte de CAC 40, y compris dans la direction RH d'un gros fabricant de yaourts, y compris. Dès que c'est un groupe informatique, il y a énormément de Maghrébins. Oui, donc il y a une évolution. Ça, moi, je suis d'accord là-dessus. Évidemment. Il y a 20 ans, c'était pas le cas. Et ils sont là parce qu'ils ont la compétence. Ouais, alors... Uniquement. Le seul critère de recrutement, c'est le type va-t-il remplir le job qu'on lui... Je vous interromps parce que l'enquête faite donc par Fillon, sous Sarko, j'ai plus son nom, mais les auditeurs la retrouveront. Fait vraiment 2 enquêtes. C'est qu'elle fait le CV normal, donc où il y a un patronyme arabo-musulman ou une photo, ou un patronyme subsaharien et une photo. Le taux de refus des CV est moindre que lorsque les mêmes CV sont anonymisés. Ça veut dire que les DRH ont intériorisé
Il se base aussi sur l'adresse. C'est-à-dire que si c'est Non, mais- cité, alors ça, cité ouais, de mais ça- Grigny... ça, voilà, j'oubliais, t'as raison, vous avez raison, pardon. L'adresse est enlevée dans le anonymisé. Tout ça, c'est enlevé. Les deux critères de discrimination, en effet, c'est l'adresse, hein, donc c'est des zones urbaines sensibles, hein, exact. Hein, et l'autre critère, c'est le patronyme ou la couleur de peau, à travers la photo. Quand on enlève ces deux critères, donc des CV totalement anonymes, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de refus. Donc en fait, il y aurait plutôt de la discrimination alors non, positive. c'est une discrimination plutôt que- positive que les DRH ont intériorisée. Alors du coup, ma question pour Nadir Kaya, puisqu'on a C'est 22 dommage, il y pays... avait deux choses que je voulais. Bah, justement, vous allez pouvoir mais répondre. Je pense que je vais les oublier. mais je C'est vous toujours en lien. On a 22 pays dans l'UE qui ont des statistiques ethniques. Bon, on pense particulièrement à l'Allemagne, aux pays nordiques. On a le Royaume-Uni, on a les États-Unis, le Canada, très très célèbre pour ça. Aux États-Unis et au Canada, on connaît toutes les politiques de écoutez. Ouais, dans les pays discrimination anglo-saxons, positive c'est à devenu l'université. culturel. Pour eux, c'est normal de comptabiliser ça, de se ranger dans des cases. Comme Non, vous c'est disiez. normal parce qu'il y a eu des luttes, il y a eu des combats. De ces Oui, fameuses alors oui, minorités. c'est relié à ça s'est pas l'histoire de ces normalisé pays, comme ça, hein. évidemment, Il y a et eu au des- combat pour les droits civiques Voilà, on peut parler de Martin et ainsi de Luther suite. King et d'autres. Mais au Canada, déjà beaucoup moins, et Ouais. puis en Suède, c'est pas la même chose. Mais au final, est-ce que tous ces exemples-là ne plaident pas pour que la France s'aligne en termes de statistiques ethniques? Alors, là, on est parti sur le domaine européen. Moi, je voudrais juste rappeler que l'Europe, il n'y a pas d'harmonisation entre les pays européens. Hein. Ah non, mais ça, bien sûr. Donc, sur ce sujet, on peut attendre encore des années. Je ne prends pas hein. une harmonisation européenne, puisque dans le RIC de Non, mais la on est- semaine de on est- Doxa, on on est- apprenait la sortie de l'Union européenne. Oui, On non, a mais- voté la sortie de l'Union européenne. Donc, Et juste pour faire une parenthèse, moi je suis pour le Frexit, je suis pour que la France sorte de l'Union européenne, mais qu'elle garde pas des contrats, mais des attaches. des attaches avec certains partenariats. pays, comme au début de l'Union européenne, avec des connexions économiques, le droit des uns et des autres d'aller dans les pays. Mais sur certains aspects, et puis on le voit aujourd'hui sur la politique française, globalement, le président qui sera élu en 2027 ne pourra pas mieux faire que Macron et ses... Voilà, et que- autant se suicider tout de suite. non, non, c'est pas ça. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, l'Europe, aujourd'hui, c'est un poids permanent pour la France. Quand on a des sujets franco-français, même s'il y a des débats qui sont un peu compliqués, ou des tabous, des sujets sensibles, si on veut les régler, ça passe souvent par l'Union européenne. Et donc, à un moment donné, même si on essaye de passer sans l'Union européenne, ben, on est retoqué. Donc ça pose problème. Donc, et là, il y a plein de sujets, que ce soit sur la santé, l'éducation, sur la justice, sur l'immigration. Tant qu'il n'y a pas une harmonie entre tous ces pays, et il n'y aura jamais d'harmonie, parce que ces pays, sur certaines périodes de leurs histoires, ils sont complètement différents, et puis il y a des stigmates liés à l'histoire qui font que... Et puis il y a la culture de ces pays, ils ont beau être issus de l'Europe, pour certains, la culture est complètement différente, même si pour d'autres pays, la religion est la même, mais culturellement, l'histoire est souvent différente. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va donner un exemple, le SMIC français n'est pas le même que le SMIC de certains pays. Donc sûr. déjà là, s'il n'y a pas d'harmonisation à ce niveau-là, comment voulez-vous avoir une harmonisation sur des sujets comme sur les fameuses statistiques, bien sûr. tout en sachant que la majorité des pays que vous avez cités, ou la majorité des pays de l'Union européenne, plutôt de culture germanique ou ont des anglo-saxonne. statistiques ethniques. Donc à un moment donné, soit on harmonise, soit on n'harmonise pas. Et si on n'harmonise pas, ben, la France, elle doit se poser la question avec le futur président de la sortie de la France, de l'Union sûr. européenne. Mais disons que là, c'est pas un enjeu européen, la question Non, des c'est ça. statistiques Bah, ethniques. ma question, ça va c'est- devenir à un moment donné. Et est-ce que c'est pas la condition d'une politique de lutte contre les discriminations, on appelle ça discrimination Oui, positive mais ça ou dépend pas, de quel bord d'avoir vous des êtes, voilà. statistiques précises comme le demandait Sibeth Ndiaye Non, mais moi, je vais faire simple. De mon point de vue, si la gauche en parle, c'est pour rappeler qu'il y a des discriminations et du racisme. Si la droite en parle, dans ma vision des choses, c'est pour taper sur Vous l'immigration avez raison. ou les musulmans. En gros, ouais. Voilà, c'est l'image, je pense. Moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise internationale. Et donc, j'ai des collègues, même s'ils sont globalement issus de banlieue pour la plupart, à l'échelle de la France, ils sont représentatifs de la France. Et ça, c'est super intéressant parce que quand on discute, comme pour les discussions de café, mais devant la machine à café, on entend tout. Même moi, quand j'ai des collègues qui ne sont pas maghrébins ou qui, pour certains, sont même issus de banlieues populaires, qui vous disent « Ouais, mais toi, vous. » J'ai souvent ce sujet-là. « Mais toi, vous. » Oui, mais quoi? Bon, je rigole, j'ai de l'humour. Vous avez peut-être... C'était peut-être aperçu que j'avais un peu d'humour, mais j'ai quoi? L'arabe, le musulman? Parce qu'il faudra que tu arrives à me définir. Mais même lui a du mal à me définir. C'est marrant. Mais à la fois, ça montre ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui vous perçoivent d'une certaine façon, et même cette façon-là n'est pas la même.
Un jour, je peux être un arabe, un jour, je peux être un musulman. Et puis, il y a la question des métis C'est vrai, aussi. c'est vrai, c'est vrai compliqué. c'est vrai de part et d'autre, cela étant dit. Oui, mais pour certains, vous disiez tout à l'heure moi je vous le dis, oui, c'est vrai, j'ai entendu, oui, sale blanc dans les banlieues, je l'ai entendu, ça, d'Africains ou de Maghrébins. Non, Moi, je l'ai vu dire écrit ça. sur des murs. Mais je l'ai vécu, je l'ai entendu. moi, Mais nous, on l'entendait, on se dit, mais c'est stupide. Mais en grandissant et en connaissant un petit peu les règles de la loi et la loi, c'est des propos racistes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais connaissant ces personnes-là et ayant grandi avec eux, pour la plupart du temps, c'est quoi, pour tous les gens que je connaissais qui, pour certains, pouvaient tenir ce type de propos, c'est pas des propos qui étaient basés sur le fait de croire qu'ils étaient membres d'une race supérieure. Ça, c'est autre chose, ça, on l'a dit. Oui, c'est autre chose, mais ça, c'est du suprémacisme, c'est autre chose. c'est pas du. Non, alors là, pas du tout, parce que je suis pas d'accord avec vous. Supérieur à l'autre, disons, voilà. Voilà. Oui, mais bon, on le voit avec l'histoire de la France. Quand la France a colonisé certains pays, elle avait cette croyance qui était absolue de croire que la France était le pays, le centre du monde. Mais pas sur une base raciale, sur une base culturelle, religieuse, culturelle. Pour certains mais la question se posait pas. Adhérents au colonialisme français, c'est c'était de se croire que le blanc était le supérieur. En Afrique noire. La question se pose. La question ne se posait pas de leur venue ici. Elle se pose au XIXe siècle. Alors, elle ne s'est pas posée quand ils sont venus parce qu'on avait besoin. Ça, c'était aussi l'hypocrisie à la française. On a pris leurs richesses, on les a dominées, on a même des fois importé la religion chrétienne dans certains pays, notamment en Afrique noire, où on a imposé aussi sa religion. Donc voilà, c'est aussi du suprémacisme. Peut-être que d'autres l'ont fait. Vous avez parlé tout à l'heure de l'islam. Moi, je peux en parler. Algérien, l'Empire ottoman, qui a colonisé l'Algérie aussi. Les Berbères, l'Espagne. Voilà, les Berbères, l'Espagne. On peut en parler. Et moi, tous les gens sur lesquels que je ne peux pas rencontrer, que j'espère rencontrer, parce que j'aimerais travailler sur la figure du converti à l'islam. Oui. Il y en a de plus en plus, mais ça aussi, on le tait. On n'en parle pas. Voilà, ça là encore, on le met sous le tapis. On dit depuis 20 ans qu'il y a ça, c'est intéressant à étudier. Simplement, pour vous dire, c'est que moi, je pense que les principales victimes du racisme anti-blanc l'ont intériorisé. Moi, j'appelle ça le syndrome de Stockholmistan. Et je le vois dans les familles. Je vois dans les familles où il y a, c'est des familles populaires, donc éclatées, recomposées, où il y a 5, 6, 7 gosses. Moi, je rencontre la personne qui s'est reconstruite. 5, 6, 7 gosses, aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. En recomposé, si aussi. Et ça, c'est pas le propre des banlieues, parce que vous avez... Non, mais c'est pas la banlieue que c'est pas la banlieue. Ça, c'est la cartographie de la France aujourd'hui. Ouais, disons que c'est la France un peu populaire en l'occurrence. Et je vois que dans les familles sur lesquelles je tombe, pour un témoin qui vient à moi pour me dire, voilà, c'est ce que j'ai subi, on m'a tabassé, racketté, parce que blanc, et je me suis reconstruit politiquement, identitairement, sur cette base-là, mais pas mon frère, pas ma sœur, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, mon frère et ma sœur? Ils sont rentrés dans la religion de l'islam, qui les protège en quelque sorte du racisme qu'ils ont pu subir, ou de la pression sociale et communautaire qui s'exerçait sur eux, ou des hiérarchies de prestige. J'entends ce discours. Dans un univers, dans un univers du quartier. Dans un univers qui. J'entends ce discours. Mais ce qui m'embarrasse, comme dans nos échanges, c'est qu'à chaque fois, on revient sur ce passif colonial. Je veux dire, mais moi, je suis espagnol, je peux, dans ces cas-là, en tant qu'espagnol, je reviens sur le passif. À la colonisation et à la violence de la colonisation. Le problème, vous savez, je crois qu'il y avait dans les Balkans. Il y avait un sociologue qui avait fait un livre qui était intéressant. J'avais juste lu un petit bout, on me l'avait envoyé sur les réseaux, et qui parlait du rapport à l'héritage entre l'enfant de colonisé et l'enfant du colonisateur. C'est Albert Memmi. Et ça, il y avait une partie qui était très intéressante qui disait en fin de compte, chacun hérité de ce que son père avait pu vivre, donc soit en tant que victime, soit en tant que bourreau. Et quelque part aujourd'hui, il l'assumait, involontairement ou pas, dans sa posture. Vous disiez tout à l'heure, le colonisé, moi, on parle, oui, mais tu fais de la victimisation, tu rappelles à l'histoire. Oui, parce que j'ai vécu ça, donc c'est un traumatisme. Mais de l'autre côté, j'ai pas pu en parler, simplement. Non, pas vous spécialement. Non, pas moi. Non, mais ce que je constate, c'est que je m'explique pas, parfois, la rage de Français de papier, j'insiste, puisqu'ils disent anti-français. Donc ça veut dire... c'est des populations extra-européennes, en l'occurrence, plutôt africaines. Dites-le, maghrébins, africains. Ils sont français de papier. Non, mais moi, j'appelle un chat un chat. Même vous êtes même. Alors, vous dites que vous étiez espagnol. Mais même un Français de souche, il est français de papier. Non, parce que vous voyez, constitutionnellement, si, il a une carte d'identité, il a un passeport, il est. Alors, mais au sens de la République, au sens de la République. Voilà ça. Alors, à moins de dire que notable de la loi au sens testamentaire. De la loi, oui, de papier. On est tous de français. Notable de la loi, c'est la Constitution. Oui, il va de soi. C'est le droit du sol. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de France. Il y a une alternance de droit du sang et de droit du sol. Moi, je dis qu'il faut qu'on remette cette question-là sur la table. Nous accueillons chaque année aujourd'hui 380 000 titres. Nous octroyons chaque année 380 000 titres de séjour.
plus les droits d'asile, plus les clandestins. Ce sont des ordres de grandeur colossaux qui interrogent les Français historiques, le peuple historique, parce qu'il y a un peuple historique, comme il y avait un peuple historique, il y est toujours en Afrique du Nord. Mathilde Panot vient de nier. Non, mais un peuple c'est historique, son droit. de peuple C'est son historique. droit. C'est son droit, je veux un dire. peuple historique, si je peux blanc me et permettre, chrétien. ça veut rien dire parce que Mais si, historique pendant une période. Non. Mais même là, non. on peut remonter à Vercingétorix quand il réussit à faire la conjugaison de tous ces Les tribus clans, gauloises, ces tribus. Pour la plupart, elles sont pas françaises. Donc Non, c'est Ah bah oui, la notion de France existe. non, mais la c'est France- très compliqué. non, Donc à un moment non, donné, non, chacun il y a va revenir à l'histoire et au c'est- moment de l'histoire qui l'intéresse pour s'identifier je ne ou pense pas. éventuellement Je pense pas. Je pense amener qu'il y a- le débat je- sur Je pense qu'il y a une profondeur. le plus propre que non, l'autre. Je pense Un qu'il y peu a comme Coluche, quoi. Je quand on crois lève, pas. voilà. Moi, je crois pas. Il y a deux façons d'envisager l'identité. Politique, constitutionnelle, comme vous le faites. C'est également ce que fait. C'est pas moi, c'est la Constitution comme elle a été faite. Constitutionnelle. Voilà, et le repère qu'on a aujourd'hui. C'est que le peuple n'existe que par une volonté libre de délibération, Oui. qui en 89 a fait d'un proto-peuple, d'un non-peuple, un peuple politique, par l'égalité. C'est la vision de Mélenchon quand il défend la Nouvelle-France, c'est ça. Vous faites un distinguo entre le peuple et la nation ? Oui. Simplement, simplement pour Mélenchon, lui, il radicalise ça. Il dit, il s'appuie sur des écrits des populistes de gauche, il dit que le peuple n'existe pas. Ils appellent ça un référent vide. C'est une coquille vide, le peuple. C'est ce qu'ils disent les populistes de gauche. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la définition Et des bon, mots. Non, simplement, et donc on met dans le peuple, et le peuple, c'est indéfinissable. Pascal, alors, je suis désolé, Pascal disait qu'il y a des mots primitifs que tout le monde comprend, qu'on ne peut pas définir. Peuple, on ne peut pas le définir. Il y a un peuple sociologique, politique, mythique, on ne peut pas définir le peuple. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, est-ce que vous pouvez définir le temps ? C'est pas possible de définir le temps. On ne sait pas ce que c'est le temps. On ne sait pas. Alors que tout le monde sait ce que c'est le temps. C'est un mot primitif. Là aussi, c'est un mot primitif que tout le monde comprend. Oui, mais le temps, c'est un tout qui est basé sur le passé, le présent et le futur. Moi, je le définis comme ça. Tautologie. Voilà. Et le peuple, c'est pour moi, c'est pour ça que je vous ai posé la question sur la nation, parce que même là, aujourd'hui, et puis moi, quand j'entends des gens, oui, je suis patriote, mais ça veut dire quoi, patriote ? Ils sont attachés à la terre des pères. Mais moi, je suis attaché à la France de ma banlieue. Ma banlieue, c'est la France. Et c'est ma terre aussi, mais pour certains, non. Parce que je ne suis pas légitime pour certains du fait d'être issu de l'immigration. Non, parce Pourtant, que je suis fier de revendiquer que je suis banlieusard et je suis français. Mais comme néanmoins se pose quand même la question de l'antériorité. Oui, mais sur quelle base ? Sur quel timing ? Quel temps ? Eh ben, moi, je vous le donne le temps. Parce que vous le disiez, vous êtes d'origine espagnole. Non, c'est pas compris. Non, moi, je suis de Rouergue, je suis d'Aveyron et mes J'ai vraiment rien compris. Je pensais que vous étiez du 9-3 d'origine espagnole. S'il était espagnol, il se plaindrait de la réconquiste. Non, vous avez des références à ce qu'on peut subir les Français d'origine espagnole à l'époque. Non, voilà, non. Mon père disait toujours homme sage, c'était le proverbe dicton qui valait en Rouergue, donc il y a 50 ans de cela, homme sage, épouse femme de ton village. Donc non, je suis un enfant d'Aveyron, je suis un Français au carré, comme dirait Michel Tribala, et un Aveyronais au cube. Non, mais votre père était très sage, mais vous savez qu'en islam aussi, on a ça aussi, quand il s'agit de se marier, on dit voilà, tu commences par, c'est le fameux rayon. Oui, simplement. Tu commences par te marier avec quelqu'un de ta famille, si c'est pas quelqu'un de ta famille, c'est ton village, si c'est pas ton village, c'est ta région, si c'est pas ta région, c'est ton pays, et si c'est pas le... Jean-Marie disait la même chose d'ailleurs. Non, mais ça c'est... Oui, mais c'est la sagesse. Parce qu'il y a des choses qui sont propres à l'individu et à l'homme, quelles que soient ses origines. Sagesse des nations. Que vous voulez pas. Simplement, moi, je reviens sur la France. Si, il y a France et Europe. Mais attendons que sur le cas français. Si, les Gaulois, les Romains nous disent qu'il y a 3 Gaules en France. Il y a la Gaule belgique, il y a la Gaule, il y a la Narbonnaise. Oui, les tribus sont divisées, mais il y a une unité. C'est pas qu'elles sont divisées. Je vais jusqu'au bout. Il y a une unité sacerdotale. On sait aujourd'hui que le corps des druides, qui est à la fois un corps juridique, administratif, religieux, avait une unité. Alors, le mythe de la forêt des Carnutes, repris dans Astérix, on ne sait pas où la situer, la forêt des Carnutes. Mais comme néanmoins, on sait qu'ils se réunissaient. Mais on sait qu'ils se réunissaient sur un langage commun. À l'écrit, c'était le grec. Et qu'il y avait des dialogues à travers toutes les Gaules. Les premiers voyageurs grecs, les premiers voyageurs grecs, 2e siècle avant notre ère, et puis après, César s'appuie dessus pour faire la guerre des Gaules. Franchement, Goscinny, juif askénaze, yiddish, Goscinny, quand il réinvente la figure d'Astérix, alors lui c'est un assimilé à mort, parce que c'est Goscinny, il s'appuie sur Strabon, sur César, pour montrer qu'il y a une permanence, il y a une permanence d'un caractère gaulois, paillard. Il y a tous les travaux de notre grande école historique, Taine passe son temps à montrer l'épaisseur de l'histoire de France. Et cette épaisseur, on n'arrête pas de la nier, en nous disant que nous, on est devenu peuple qu'en 1789. Oui, mais on ne peut pas non plus la réduire à un groupe d'individus. En plus, je pense ce qui est très intéressant, si je peux me permettre, vous êtes très cultivé, vous faites des références, vous avez des références, c'est très intéressant.
Mais on en vient à ce que je dis. À un moment donné, chacun va venir avec sa source et ses origines ou ce qui. Mais ça marche pas. Ça marche pas, mais c'est la comme guerre. ça. Non, mais c'est la guerre. À ce compte-là, c'est la guerre. Non, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France et c'est pas la guerre. Il y a, vous avez un certain nombre de Français qui s'identifient à des origines sociales, ethniques, religieuses et autres. La France n'est pas que croyante. Moi, j'ai toujours dit que la France, parce que j'entends des débats des fois sur la laïcité, mais j'entends des trucs, mais là aussi, je leur demande d'aller lire l'essence de la laïcité. Moi, je suis musulman, je suis croyant, moi, je suis fier qu'il y ait une laïcité en France, parce que c'est ça qui me permet de pratiquer mon culte. Ouais, mais c'est pas un problème, je m'entends. Si, c'est un problème, la laïcité, par rapport à la perception que certains ont. Non, ça marche plus. C'est un grand sujet. Je parlais de l'assimilation. Oui. Moi, j'insiste. Ce terme-là, moi, je l'ai pas entendu quand j'étais petit. Mais j'insiste, néanmoins, j'insiste là-dessus. S'assimiler à quoi? À quelque chose qui. Voilà, et là, on va revenir sur ce que j'ai dit. Non, quelque chose qui a renoncé à être. Voilà. Qui a renoncé à sa nature historique. La France. La France et l'Europe de l'Ouest en général. L'Europe de l'Ouest est traversée par une vulnérabilité, sa culpabilité. Culpabilité liée à quoi? À l'histoire, à ses conquêtes, à ses... Non, particulier, je pense. À ses relations. Je pense la Shoah en particulier, qui travaille en profondeur, exception faite de la Grande-Bretagne. Donc peut-être que le colonialisme joue dans ce phénomène de culpabilité. Chez Sartre, c'est évident. Pas chez moi je me sens pas coupable. Ou alors disons, j'assume le passif et l'actif. Voilà. Je pense que personne aujourd'hui est coupable du passé. Oui, mais simplement, il y a des gens qui assument le passé. Nos peuples, non, mais il faut assumer le passé, mais il faut assumer le passif du passé, mais également l'actif du passé. Il y a une grandeur. On n'assume plus la grandeur aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Et donc, je pourrais répondre. On s'assimile à quoi? À rien. À rien, puisque la France a renoncé à être la France. Alors, pour certains, mais vous ne pouvez pas généraliser en disant ça, on s'assimile à rien. Non, il y a des Français qui s'assimilent à quelque chose. C'est ce que je disais en termes de repères. Je l'ai dit à mon simple niveau. Moi, j'ai fait des recherches un petit peu sur mes origines, parce que le Nadir, quand il avait 20 ans, ne se sentait pas français. J'ai vécu des choses, je ne vais pas faire de la victimisation, les violences policières et des choses. Moi, je dis, c'est une réalité simplement. Après, c'est toujours une question de proportion. Quand vous dites, oui, voilà, il y a des propos racistes ou des gens qui ont été racontés parce qu'ils sont blancs. Mais moi, je vous dis, oui, c'est vrai. Mais les chiffres ne sont pas les mêmes qu'une personne qui a subi de la violence parce qu'il était, aux yeux de la personne donc l'agresseur, était noir ou arabe. Je sais pas, j'en suis pas sûr. Ah bah si, je vais vous donner un exemple concret. Et je vous en donnerai moi également. Ouais, un exemple concret. Et c'était intéressant, c'est pour ça que tout à l'heure je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le fait que par rapport aux pavillons, zones pavillonnaires, beaucoup... Moi, j'ai un moment de mon histoire dans les quartiers, j'ai connu les quartiers populaires, vraiment populaires, avec des Espagnols, des Italiens, des Antillais. Même moi, je ne me définissais pas en tant que musulman. Aujourd'hui, je le fais dans certains débats parce que voilà. Mais voilà, c'était la France des banlieues populaires. On n'avait pas ces débats. On vivait tous les uns avec les autres, avec la difficulté, les parents avec des petits salaires. Ils étaient populaires. La classe ouvrière, principalement à l'époque. Moi, je vous parle de la fin des années 70-80. On est en plein dedans. Début 90, je vois la fracture. La fracture de ces banlieues, où ce que vous définissez tout à l'heure, ces Français de souche commencent à partir, et même pas simplement de souche, qui avaient un certain niveau salarial qui pouvait leur permettre d'acheter des pavillons. Enfin, de s'endetter à 30 ans. Voilà, beaucoup. Moi, j'avais un voisin, Monsieur Ferreira, qui était espagnol, je me rappelle, je jouais au tennis avec son fils, qui était très sympa. Mais j'ai vu toute cette génération-là qui vivait avec nous partir des banlieues et ne laisser que ceux qui n'avaient pas les moyens de partir. Donc on était principalement des Maghrébins, parce qu'on n'était pas... Les Africains sont arrivés après. J'ai même vu dans les années 90 des Roumains arriver. Là, aujourd'hui, c'est une autre population. Vous avez en Seine-Saint-Denis aussi, du côté du Bourget, la Courneuve, d'autres villes à côté. Vous avez des Indiens, des Pakistanais. Voilà, il y a une autre immigration qui arrive et qui est déjà arrivée. Bon, moi, je ne rentre pas dans le jeu de LFI avec la Nouvelle-France. Pour moi, c'est la France. Il y a une évolution, c'est vrai. Moi, la France que j'ai connue, moi, en tant que petit franco-algérien... Et ce sera votre mot de la fin, et ensuite le mot de la fin de François Bousquet. De ma jeunesse à aujourd'hui, oui, la France a changé. Mais ce n'est pas pour autant que je vais stigmatiser ces gens qui sont arrivés. Parce que beaucoup ont contribué je dirais pas la grandeur de la France. La France, elle est ce qu'elle est. Là aussi, on peut avoir des opinions différentes en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on voit ou de ce qu'on a vécu. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut se dire les choses sans tabou. Et après, c'est très compliqué. Oui, mais c'est très compliqué de se définir parce que là aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas à se définir et d'autres qui se définissent. Mais quand ils se définissent en général, c'est pour quelque part faire croire qu'ils ont une légitimité
supérieurs à d'autres sous des L'histoire, prétextes qui peuvent lier l'histoire. à du racisme ou L'histoire, des non, postures mais qui sont... c'est l'histoire. Non, mais même l'histoire, la plupart ne la connaissent pas réellement. C'est pas grave, ils l'apportent dans leur imaginaire, l'imaginaire Ah oui, collectif. oui. Alors, le je mot de vais- la fin, François. Moi, je pense que ce monde ne marche pas. Et tel que vous le décrivez, je Lequel retrouve... monde? La France, vous voulez dire? La France, oui, ça marche pas. En ce Dans moment, quel ça, sens? ça- Multiculturel. je vais jusqu'au bout. Ça Ah va. oui, Non, mais c'est le mot de la fin, disons. Voilà, c'est son mot de la fin. Donc ça, pour moi, ça fonctionne pas, ça dysfonctionne. Hein. Qu'est-ce que j'observe? C'est partout et en tout lieu la séparation, sinon même le séparatisme. Hein. C'est-à-dire que les communautés se regroupent par faction, par tribu. Je suis le premier à le regretter. Vraiment le Volontairement premier. ou involontairement? Les deux. je C'est suis à la pas fois, c'est à la d'accord. fois, c'est à la Là, il y a fois, débat. c'est à la fois consenti et subi. Je pense que les ségrégations sont à la fois sont subies, mais elles sont aussi consenties, parce que les sociétés multiculturelles, en tout cas dans les ordres de grandeur qui sont les nôtres, on parle de millions de gens, de dizaines de millions de gens. Si je m'en tiens au dernier chiffre de Nicolas Provost-Monti sur immigration multilatéralité, donc tout frais, on parle de dizaines de millions de gens. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça produit de l'érosion sociale, de la crise de confiance. Hein. Donc, ce sont ces sociétés qui sont en train de se fragmenter et de se séparer. Et donc, la règle du séparatisme, pour moi, c'est la règle du multiculturalisme, c'est la séparation. Alors moi, je suis Les pas communautés se Je suis séparent. pas d'accord parce que 10 vous le disiez juste. 10 secondes. Vous le disiez juste avant sur votre rapport à l'entreprise et à ce que vous avez pu vivre à une époque où vous avez pu constater qu'il y avait des gens issus des quartiers populaires qui Moi, étaient très je n'ai diplômés. pas vu Voilà. de discrimination à Voilà. l'embauche dans ces Non, mais boîtes. ça montre que cette France, elle existe et qu'elle fonctionne. Ça, c'est un premier point. Après, moi, je pourrais vous dire aussi, au-delà de pointer du doigt peut-être indirectement ou de parler des gens issus de l'immigration africaine ou maghrébine, les élites vivent ensemble aussi. Oui, bien sûr. ouais. J'ai toujours. Ouais, ouais, mais c'est- beaucoup d'expériences Ça professionnelles s'appelle le où séparatisme. j'ai fait de la sur- livraison à une époque où Ouais, je connaissais pas. d'accord, on est J'étais sorti de ma d'accord. banlieue. Je peux vous parler aussi de cet entrisme. Je dis un petit mot. des alors, élites. de- Voilà, non, mais dernier deux point, secondes. ça vous Non, dit, ensuite, j'y je peux donnerai rien. les résultats du vote. Non, mais j'y peux rien. C'est que ma thèse, c'est que les pauvres préfèrent avec vivre avec les des pauvres, les riches avec des riches, les blancs avec des blancs, etc. Voilà, c'est ce que j'observe sur le terrain et c'est interdit de le dire. Hein. Ah non, mais Donc, moi, je suis pas d'accord Et c'est là-dessus. ce que mais oui, mais c'est ce que Rokhaya Diallo a reproché à Mediapart, Libération et à la NUPES. En hein. banlieue, quand on a les moyens et un salaire, et la plupart des gens maintenant qui sont diplômés ou surdiplômés, la première chose qu'ils font dès qu'ils peuvent, c'est prendre un pavillon et quitter de la banlieue. Ça, c'est une réalité. Après, les proportions, c'est dans les proportions qu'il faut faire des zooms. Pas sur le fait de globaliser ou de généraliser. Alors, les Je vais pas proportions, rebondir, mais ouais. les proportions, justement, pouvoir les calculer, ça a été validé par les spectateurs de Toxin, environ 80%. Pour le moment, Non, mais ça ressemble je veux dire, quand on je demande sais aux pas. Français, quand on demande aux sondage, Français, c'est ce qui ressort. C'est à des- peu des- près Ah ça, oui, les l'opinion proportions. publique en Ouais, général ouais, aujourd'hui, ouais. elle est très à droite. C'est une posture Ouais. qui est à droite. Après, elle est Mais ce il y qu'elle a est. aussi des arguments de gauche pour les statistiques ethniques, on l'a vu. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, à tous ceux qui ont mis un pouce. Il est encore temps de mettre le pouce haut ou bas. C'est vous qui choisissez, mais ça nous aide grandement pour le référencement. Et c'est gratuit, ça prend 1 seconde, tout comme s'abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo ou nous donner un petit peu de sous pour contribuer à Toxin et à la bonne marche de cette chaîne, cette saison et la saison prochaine, pour votre plaisir sur toxin-media.fr/nous. Un grand merci à Louis-Marie qui s'est occupé des réseaux sociaux, à Nelly à la programmation et à Mathieu à la réalisation de l'émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, le RIC Toxin sera en direct à 18h évidemment le mercredi. Mais d'ici là, samedi, c'est Toxin près de chez vous à Avignon pour l'université citoyenne qui se tient à Avignon ce week-end. Et donc samedi, de 17h à 18h en direct, vous aurez le RIC Toxin spécial corruption puisque c'est le thème du week-end à Avignon. Si vous aimez les débats, vous pourrez vous retrouver tous les débats du RIC de la semaine sur cette chaîne et sur la playlist du RIC de la semaine, ainsi que toutes les émissions de Toxin Plus, l'émission scientifique ou l'émission d'histoire. Demain à 18h, c'est l'émission scientifique présentée par Alexandre Cuignache. Et avant ça, évidemment, à 7h30, comme tous les matins, c'est la matinale Toxin de Clémence Oudiakova avec la chronique Police-Justice, Alexandre Landois et Régis de Castelnau. L'interview de François Bousquet. Hein, Il faut n'est-ce que pas sur place. Voilà, vous revenez. Scandale du périscolaire, ce Sur le qu'on vous cache. périscolaire. Voilà, il peut parler de tout. Ah, le garçon. c'est vraiment Voilà, incroyable. Il y aura Thomas Séraphine aussi, la chronique de Thomas Séraphine, l'interview de Guy de Lafortelle. Une interview de Steven Gunnell, auteur de Sauvé par le Sacré-Cœur et réalisateur avec sa femme du film Sacré-Cœur.
qui avait défrayé la chronique à un moment, qui avait été interdit par certaines mairies. La chronique aussi évidemment de Roxane Despalingues. Voilà, je vous rappelle que pour soutenir le RIC de la semaine et Toxin, c'est sur toxin-media.fr/nous. En nous faisant un don, vous ouvrirez votre ligne directe. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Telegram, le nouveau canal anti-censure qui nous permettra de communiquer avec vous si jamais la censure s'intensifie sur les réseaux sociaux et sur Internet. Tapez Toxin officiel et vous nous trouverez. Merci à vous. Merci encore à nos invités. Merci pour ce débat. Et à samedi à Avignon.